Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Youssef Badr, Bonjour. vous êtes magistrat, premier vice-président adjoint à la 14e chambre correctionnelle de Bobigny, ancien porte-parole du ministère de la Justice de 2017 à 2019 de Nicole Belloubet, auteur de cet ouvrage pour une justice aux 1000 visages, le mythe français de l'égalité des chances aux éditions de l'Aube. Et vous avez fondé en 2021 l'association La Courte Échelle pour lutter contre le décrochage universitaire. Mais avant de commencer notre entretien, vous vouliez revenir sur l'image négative de l'islam en France. Oui, effectivement, je suis toujours très étonné en tant que, Français issu de l'immigration et de confession musulmane, comme d'ailleurs des milliers, pour pas dire des millions de Français qui sont dans ma situation, sur, l'image négative qui est véhiculée, à travers parfois les médias, à travers, une certaine partie de l'opinion publique sur le danger que pourrait représenter cette religion en France. Hem, Ce que je voudrais dire, c'est juste qu'on est des milliers en France à avoir des postes à responsabilité, à avoir des fonctions importantes, à agir quotidiennement dans la société et puis, à vivre notre religion, secrètement, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très personnel, comme d'ailleurs, mes amis qui sont, de confession juive ou qui sont catholiques et ce que je voudrais dire par là, c'est que je constate un énorme décalage, mais quotidiennement entre ce que j'entends, heu, dans les médias de cette religion et ce que je vis personnellement et dans mon entourage personnel. Hem, Ceux qui critiquent la religion musulmane sont des gens, en fait, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent rien du tout aux valeurs que véhicule cette religion et je vous le dis, ça a d'autant plus pour moi de signification en cette période on vit les quelques dernières heures du mois de Ramadan et je vois, en fait, la solidarité chaque année qui se déploie, à travers la communauté musulmane. Il faut quand même savoir que dans des milliers de mosquées, à travers le pays. Chaque jour, il y a des centaines, pour pas dire des milliers de personnes qui cuisinent bénévolement, qui font des distributions de repas à des démunis. Ils ne leur demandent pas leur religion ni leur couleur de peau. Ils sont vraiment dans un souci de partage et de tolérance. Moi, mes parents, ils m'ont fait et ils m'ont transmis évidemment cette religion et ils m'ont dit, des choses très importantes, à savoir le respect, que je dois avoir vis-à-vis des gens, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de mes voisins, quelle que soit, encore une fois, leur couleur, leur croyance, vis-à-vis, de ma famille, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans le besoin et je suis toujours très étonné. On parle beaucoup de sociétés fracturées en France. On dit beaucoup qu'on vit, les uns contre les autres et tout, mais parce qu'en fait, je pense qu'on fait pas le pas d'aller s'intéresser aux autres et je trouve, moi, aujourd'hui que l'image et la place de l'islam en France en pâtit énormément parce qu'on connaît absolument pas cette religion et les valeurs de solidarité et d'amour qu'elle porte en elle-même et c'est là-dessus que j'avais envie de commencer cet entretien. Ouais, on comprend votre réaction, mais il y a aussi pas qu'un islam en France, il y en a Bien plusieurs sûr, et il y a aussi un islam rigoriste qui bien sûr, maintient les inégalités entre les hommes et les femmes bien sûr. et qui correspond pas à l'évolution de la société Mmh. française. Bien Et sûr. par ailleurs, on a bien compris que l'islam, c'est pas l'islamisme, Mmh. mais les attentats islamistes, ils ont profondément traumatisé, Bien la sûr, société française. bien sûr, je suis entièrement d'accord, mais ils ont traumatisé les musulmans aussi également. Ils ont Ouais. traumatisé les Français qui aussi également sont en première ligne également pour lutter contre ça. Un terroriste, c'est pas un musulman en fait, ça s'appelle un criminel en fait, tout simplement. Voilà et je Terroriste pense que islamiste. exactement et donc je pense il faut juste réussir à faire la distinction et je pense que c'est important parce que je le vois même à l'assaut, il y a beaucoup de gens qui se posent la question aujourd'hui de savoir, qui ont grandi ici et qui se posent la question de savoir en fait est-ce qu'ils ont leur place ici? Alors même qu'ils contribuent tous les jours à porter les valeurs de ce pays et à lutter, pour faire respecter la devise républicaine et les valeurs françaises donc je pense que c'est quand même très important de le rappeler. Venons-en à notre entretien consacré au changement dans la vie. Alors avant de nous intéresser à comment vous êtes devenu magistrat, rappelez-nous d'où vous venez, où vous avez grandi, quel était votre milieu familial, social, culturel? Alors j'ai grandi, dans le Val d'Oise à Cergy, Pontoise, donc il y a une ville nouvelle comme un peu Évry, donc qui est sortie un peu de il y avait c'était une ville c'était des champs dans les années 70 et c'est une ville nouvelle qui a émergé. Donc mes parents, ils sont venus, ma mère et mes grands frères et ma grande sœur par le regroupement familial, après que mon père soit venu travailler ici dans les années 70, début des années 80. Donc moi et mon petit frère et moi, pardon, nous sommes nés, ici en France. Mes parents avaient eu un coup de cœur et un grand amour pour Levallois-Perret, qui est une très belle ville, dans lequel ils sont restés 1 an et ils ont voulu avoir un logement social et ils n'ont pas pu l'obtenir. Donc on a été, ils ont dû partir tout simplement de Levallois et ils ont atterri à Cergy après un petit passage par Argenteuil.
Milieu classique de famille issue de l'immigration marocaine, de confession musulmane. Voilà, économiquement très pauvre, milieu très modeste et culturellement, ma culture marocaine, familiale, évidemment très importante, très attachée évidemment à ma double culture, franco-marocaine. Mais sinon, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais la culture académique française totalement néant quoi, puisque en fait nous, mes parents ne parlent pas français, ils ne le parlent toujours pas aujourd'hui. Alors mon père est plus, malheureusement est plus de ce monde, mais ma mère ne parle pas le français. Et voilà donc, en fait, pur produit, de l'école républicaine, publique. À savoir, on a appris le français sur les bancs de l'école et on a appris, on doit notre réussite scolaire, oui, à l'école malgré ses inégalités et voilà donc, Et alors, vous dénoncez dans votre livre l'assignation aux origines. Vous écrivez: «Selon que vous naissez à Saint-Germain-des-Prés ou en banlieue, si votre destin vous amène au tribunal, ce n'est pas à la même place. Moi, c'est écrit que cela sera du côté des prévenus, des insolents ou des racailles, plutôt que de celui des avocats ou des magistrats». Alors, comment et grâce à qui n'êtes-vous pas devenu prévenu, mais magistrat? alors grâce à qui? Je pense que c'est vraiment j'aime pas du tout le terme de méritocratie, parce que moi je suis absolument pas méritant. Je suis pas plus méritant que quelqu'un qui a passé le concours et qui l'a pas eu. Donc en fait, c'est vraiment une addition de beaucoup de facteurs. La première, et je pense que c'est vraiment hyper important, c'est la famille. La famille, en fait, c'est le socle, c'est la structure, c'est la base, enfin c'est quand vous Vos avez des parents, ils ont joué un fondations. rôle essentiel. Oui et puis mes frères et sœurs, forcément, quand vous avez vous savez, c'est comme dans une maison quoi, les fondations, c'est vraiment très important. Vous savez ce qu'on disait tout au début, le respect des gens, le respect de l'autre, le respect du professeur, le respect de l'école, quand bien même je suis aujourd'hui le premier à être critique et je l'étais aussi très critique quand j'étais lycéen, vis-à-vis du système scolaire et certains profs, qui ne poussaient pas vers le haut. Donc je pense que la première chose, c'est la famille. Sinon, c'est très important de dire qu'on réussit pas tout seul et on n'arrive pas à ses objectifs tout seul, on y va avec sa famille. La deuxième, c'est aussi et je pense qu'il faut le dire, il faut le critiquer, mais il faut le dire aussi, on a quand même une chance inouïe en France et ça, je pense que c'est vraiment très important de se dire et ça, c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes, de voir le verre à moitié plein et parfois aussi à moitié vide, mais aussi à moitié plein. On a la possibilité aujourd'hui de rentrer dans une bibliothèque, elles sont ouvertes. On ne paye pas. On a un accès à la culture qui est gratuit. On a des accès à des musées. Il y a quand même un certain nombre de choses. C'est vrai qu'économiquement, ça demande un coût de se déplacer et tout, mais on a la possibilité d'aller prendre un livre dans une bibliothèque et de le prendre. Donc c'est vrai que même si le système est injuste, le système scolaire français permet quand même aussi, et ça c'est vrai, à des jeunes comme moi, d'aller jusqu'au bout et de permettre une réussite sociale parfois très importante. Donc il y a la famille, il y a évidemment le rôle de l'école, il y a le rôle fondamental, je vais pas aller là-dedans parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais de certains profs. Voilà, Oui. le prof un peu comme l'entraîneur en sport, vous voyez, il va vous donner une petite parole et il suffit juste d'un mot, vous voyez, et Lui, vous le par gardez. exemple, dans votre classe de 5e là, ce maître-là, C'était un prof d'histoire géo. C'était un c'était prof un bon d'histo maître? Ouais, c'était un bon prof, ouais, c'était un bon prof d'histoire géo et vous voyez, il vous donne par exemple, vous voyez, il nous sensibilise à des choses qui sont très importantes et qui font de vous après des adultes. Vous voyez, j'ai c'est en plus, je pense que ça prend vraiment tout son sens ce que je vous dis notamment par rapport à qui je suis, par rapport à mes croyances, à mes engagements, à mes convictions. Vous voyez, par exemple, c'est aussi des professeurs qui nous ont sensibilisés, qui nous ont permis aussi de découvrir de la littérature sur la Shoah. C'est des choses qui m'ont profondément marqué et qui m'ont mis une énorme tarte, en fait, parce que je me dis: «Mais comment c'est possible que des gamins comme nous, de banlieue, on ne soit pas au courant d'événements aussi majeurs et aussi importants que ça?» Et je pense que c'est vraiment important que ce soit ces profs-là qui vous transmettent le savoir et qui vous donnent envie, en fait, de vous dire: «Mais en fait, vous êtes ici chez vous parce que vous avez grandi ici». Donc les professeurs et puis ouais, je dirais que ces additions-là, ces 3 additions-là et puis après, peut-être la quatrième qui est quelque chose de propre à chaque personne, qui est, la valeur travail, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne dit pas assez aux jeunes, nous, voilà, pour vous dire que le plus dur avec les étudiants, c'est moi, on leur dit pas assez, mais en fait, il y a rien qui se fait sans travail. Bien sûr que c'est très dur, parfois il y a des hauts et des bas, mais la première des notions, c'est qu'il faut se remonter les manches et travailler et ça, je trouve que c'est hyper important aussi De le rappeler. ah oui, de leur dire, bien sûr. Et vous parlez de vos parents, il y a aussi votre mère, hein, qui a joué un Bien rôle sûr. particulièrement, important et puis votre grande sœur, qui a également joué un rôle. Tout le monde, Alors en là, fait, donc aurait été dites-nous là, alors moi, je suis le petit qui fait la tronche comme tout le temps, ici, hein. J'ai la barbe blanche, ça, c'est mon frère Driss qui malheureusement est mort il y a 5 ans, de mort naturelle, voilà, qui m'a énormément aidé et qui a beaucoup contribué, hein, sans le savoir, mais dans le lancement de l'association La Courte Échelle. Ça, c'est ma grande sœur. Ça, c'est mon petit frère Chilali,
qui est dans ses bras et ça, c'est un voisin tout simplement qui s'est incrusté sur la photo. Et c'est où au Maroc? Ça, c'est au village, dans mon village, dans le village de mes parents qui est même pas sur les cartes, qui est au sud de Tiznit et voilà et c'est marrant parce qu'on a fait, la même photo il y a 3 ans avec, moi, ma mère et mes 2 enfants au même endroit. Et alors les services publics, ils jouent également un rôle. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi le sport, le théâtre, la culture, les loisirs, alors tous les moyens qui permettent de se socialiser. Qu'en a été comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, j'ai eu des on avait des prédispositions en sportif quand on était petit dans notre famille, parce qu'on est des très grands endurants grâce, je pense, à nos parents. S'est posé la question quand j'étais plus jeune, très jeune au collège, au lycée, si j'entamais, un une, sport-études. Alors je savais même pas que ça existait, mais c'est grosso modo pour faire de l'athlétisme. Alors heureusement, quand je vois le milieu de l'athlétisme aujourd'hui, enfin je veux dire, on peut pas gagner sa vie malgré les efforts énormes que ça demande. Heureusement que j'ai pas choisi cette voie-là, mais s'est posé la question et pour mon grand frère aussi, dans le foot et en fait nos parents, je pense, heureusement, étaient, sont des gens simples, avec des principes simples mais élémentaires et avec beaucoup de bon sens. Ils nous ont dit: «La voie de la réussite, c'est l'école. Donc je veux que vous soyez irréprochables et je veux que vous soyez bons à l'école». Donc en fait, on a tous emprunté cette voie-là et voilà. Alors moi, j'ai jamais été au théâtre, encore aujourd'hui. Alors c'est pas forcément, je le vis pas comme pas comme quelque chose de négatif ou de positif, mais ça m'a jamais intéressé. Peut-être que ça me plairait, mais j'y suis jamais allé. Donc et je n'y vais pas non plus. J'étais plus intéressé par la culture urbaine, voilà, par le rap, par des concerts, par des événements sportifs, majeurs et voilà et ensuite j'ai pris goût à la littérature très tardivement par un prof de 4e année, en droit et voilà. Mais donc c'est vrai qu'au niveau culture académique, c'est pas vraiment ce qui m'a forgé ou aidé. Par contre, c'est vrai que, quand on a quelque chose en tête dans la famille, après une fois qu'on s'accroche à un truc, c'est très difficile de nous enlever le projet. Donc mon prof m'avait mis dans la tête après les émeutes urbaines de 2005, le projet de devenir magistrat pour, vraiment pas incarner quelque chose, mais être, voilà, venir de la banlieue et exercer ce métier, je pense que c'est très important et encore une fois, c'est pas du tout pour avoir un regard, ni clément, ni c'est pas du tout ça. C'est pour pouvoir avoir des figures aussi auxquelles des jeunes peuvent s'identifier. Je pense que c'est très important, la valeur de l'exemple et je le vois tous les jours à Bien l'association. sûr. Et donc tout cela vous a amené à préparer l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et là vous changez de monde. Ce changement, vous le percevez dès lors de votre premier grand oral. Mmh. Racontez-nous. Alors le premier grand oral, il faut savoir que, comme je suis toujours pétri De doute? de doute, voilà, je cherchais le mot, et même si c'est très bien de douter et encore plus quand on est juge, heu, j'avais préparé le concours comme un dingue, les écrits, mais vraiment comme un dingue. D'ailleurs, je l'ai payé très, très cher pendant des années après, en termes de fatigue, heu et en fait, j'étais tellement sûr de pas les avoir les écrits, qu'en fait, j'ai pas préparé l'oral pendant tout l'été. Donc vous le passez en fin mai, début juin. Il y a les 2 mois d'été. À l'époque, on avait les résultats. Maintenant, les résultats, c'est l'été, en juillet. On avait les résultats en septembre et j'étais sûr que je l'aurais pas et sauf que je l'ai eu et donc du coup, une lettre est tirée au sort, donc c'est une lettre en fin d'alphabet, donc ça revenait très vite au BA quoi, mes premières lettres de mon nom de famille et donc du coup, je l'ai pas préparé. J'ai pas préparé les oraux et donc je suis arrivé, non seulement j'étais pétri de doute, mais en plus j'étais pas bien préparé. Malgré le fait que l'oral était toujours quelque chose où j'étais plutôt à l'aise. Donc les oraux techniques, c'était pas terrible. Donc vous êtes interrogé sur, plein de sujets en droit, sur des petites matières, le droit européen, le droit constitutionnel, le droit du travail et tout. Vous piochez un sujet sur le programme de 5 ans. Donc là, c'est vraiment la loterie et ensuite arrive le grand oral. Mais ça apprend quand même à travailler vite et avec beaucoup de rigueur et d'organisation et ensuite arrive le grand oral et en fait, le grand oral, je pense que, déjà c'est public, un peu comme l'ENA, enfin alors c'est Ouais. l'INSP aujourd'hui et heu et je pense que j'étais pas prêt, en fait, j'étais pas prêt, j'étais vraiment en panique et ça s'est très mal passé. Ça s'est très, très mal Ouais. passé et On vous a demandé la recette de la crêpe oui, Suzette, c'est vrai que c'est le truc que si beaucoup de gens ont Ségolène retenu. Royal était royaliste. Oui, on m'a demandé aussi, où peut-on observer les 3 fontaines? Donc c'était en Italie, j'ai répondu à Cergy, puisque c'est le centre commercial, qui se trouve à Cergy-Pontoise. Voilà, bon, moi j'ai vu dans les yeux du jury, j'ai vu dans leurs yeux qui se disaient pour certains: «Qu'est-ce qu'il fait là, quoi, lui? Qu'est-ce Bon, qu'il fout là?» ben, en enfin 2007, lors du second grand oral, là c'est l'inverse. mmh. Votre répartie, elle a séduit le jury. Oui, franchement, je pense qu'ils se sont dit: il est sympa, il a de la répartie, il est drôle» et voilà et je pense que je leur ai, oui, je pense qu'ils se sont dit: il est sympa», voilà. Mais heu, mais oui, oui, c'est vraiment la répartie, ce que j'ai appris, tout petit dans le quartier, au lycée et tout ça, c'est vraiment ça qui m'a sauvé sur le grand oral. Comme quoi, pour moi, c'est vraiment ce que je défends, c'est que la culture, c'est pas qu'une culture académique, en fait. C'est aussi comment vous êtes dans une situation compliquée en tant que juge aussi. Hem
dans un procès, quand ça devient compliqué, la capacité aussi à pouvoir répondre, à pouvoir, oui, à faire preuve de répartie, à pouvoir calmer une situation, à pouvoir tempérer, à pouvoir défendre votre argumentaire et tout et je pense que c'est vraiment très important. Quand vous êtes au parquet, vous ne faites que ça, en fait, hein. Prendre la parole en public, convaincre un tribunal et tout et je pense que c'est vraiment important. Pareil, dans d'autres fonctions donc je pense vraiment que c'est ça qui leur a plu, même si j'avais un peu de culture quand même. Mais je pense que c'est ça qui leur a ouais, qui Alors, leur a parmi les obstacles, il y a les obstacles que connaissent les enfants d'immigrés, mais plus généralement, les enfants des milieux pauvres, quelle que soit leur couleur de peau, ce sont d'abord les obstacles économiques. Et vous, vous avez dû faire plein de petits boulots pour mener vos études. Ouais, j'ai accumulé énormément de jobs étudiants. Franchement, j'ai distribué des tracts devant des lycées, j'ai vendu des assurances par téléphone, j'étais, chauffeur-livreur dans toute la France, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai été livreur chez Classcroute, dans les Hauts-de-Seine. J'ai travaillé comme réceptionnaire et non pas réceptionniste, mais réceptionnaire, donc les marchandises arrivent dans une grande centre commerciale, vous ouvrez les cartons, vous sortez les marchandises, vous mettez les prix dessus, après vous les partez en fait, ça part en rayon ensuite et tout. J'ai fait énormément, j'ai fait des inventaires avec des amis d'enfance, à Auchan et tout ça. Donc ouais, j'ai cumulé énormément parce qu'en fait les études, c'est un puits sans fond financièrement parlant et j'ai terminé les études, heureusement, j'ai eu le concours qui m'a permis du coup de rembourser mon prêt. Mais j'ai remboursé et je suis rentré à l'ENM, je devais 15 000 € à ma banque. Voilà, donc j'ai terminé là-dessus parce que j'ai aussi voulu partir, quelque temps, quelques mois en Angleterre pour essayer d'apprendre l'anglais et essayer d'un peu être un peu plus à l'aise avec cette langue et tout. Mais quand vous n'avez pas des parents derrière qui peuvent pas, vous aider, c'est franchement, c'est très, très dur. C'est pour ça que je dis souvent aux étudiants, bien sûr, parfois, vous avez l'impression d'être dans une situation économique, personnelle très compliquée, mais ça vaut le coup de s'accrocher aussi, parce qu'en fait, il y a des situations complètement imprévues. Moi, il faut savoir que le temps de la scolarité à l'ENM, j'ai remboursé tout ce que je devais, les 3 ans. Donc je suis arrivé avec une ardoise vide en prenant mes premières fonctions et je me dis: «C'est quand même chouette, en fait», et quelque part, c'est aussi quand même beau, en fait, de pouvoir faire ça en France. Et à l'époque, la tentation de l'argent facile par la drogue, ça existait Ça moins qu'aujourd'hui. oh, je pense que ça existait, je pense que ça existait, mais encore une fois, l'éducation que j'ai reçue de mes parents et Vous avez une autorité avec il vos y avait parents. une autorité et puis il y Et avait l'école, aussi c'était très ouais, voilà, important. exactement et puis ma croyance, c'est idiot, en fait, mais le fait de faire du bien autour de soi, aller à des années-lumière d'aller vendre de la drogue, c'est marrant, j'ai alors Dieu merci, j'ai jamais été intéressé par ça. Pourtant la tentation dans nos quartiers et tout, elle est partout, en fait, Mmh. elle est partout. Et alors les obstacles, ce sont aussi les discriminations et les préjugés racistes. Vous en avez été victime, y compris lorsque vous étiez magistrat. Alors racontez-nous, donnez-nous quelques exemples. Que l'anecdote, c'est marrant parce que c'est vraiment des gens extérieurs qui m'ont dit souvent: «Mais c'est du racisme ça». Moi, c'est vrai que je ne vis pas ça comme du racisme, au sens propre. Le racisme, c'est vraiment: «Je veux pas de toi parce que tu es arabe, je veux pas de toi parce que tu es noir» ou vraiment c'est ça. C'est juste pour moi, c'est un imaginaire collectif, vraiment. Peut-être que ça veut dire la même chose, mais pour moi, c'est un imaginaire collectif qui fait que la société fonctionne tellement comme ça depuis toujours que un «blanc» entre guillemets, il est forcément dans une position, de pouvoir ou respectable Mmh. et quelqu'un de racisé, enfin de noir, d'arabe clairement pour caricaturer ou de pakistanais, Et bah, c'est et le donc chauffeur du bah, président du voilà, il est tribunal. forcément dans un métier entre guillemets, de service à la personne ou, heu, dans un lieu de pouvoir, il est forcément, heu, Du côté des du prévenus. côté des prévenus, voilà Donc exactement. vous n'entrez Donc pas au je oui tribunal. voilà, donc je rentre pas dans mon propre tribunal, dans lequel j'officie depuis des années. Alors des fois ça me fait sourire, des fois ça me fait réagir et ça, le chauffeur, le manutentionnaire, l'informaticien, quand bien même on peut être un informaticien et c'est un métier parfaitement honorable comme chauffeur ou manutentionnaire. Voilà, prévenu parfois, on m'a demandé à quelle heure j'étais convoqué, tout au début, quand j'étais auditeur Mmh. de justice, voilà et en fait c'est drôle parce que c'est souvent, enfin non c'est même pas drôle, mais c'est souvent des collègues à moi qui assistent à la scène qui, eux, me rappellent, mes collègues, à quel point c'est pas normal en fait. Ils me disent: «Mais attends, c'est pas normal, mais Youssef, on m'a jamais pris pour ça». Une de mes collègues l'autre fois au tribunal, il y a 1 an et demi, m'avait dit: «Mais Youssef, je suis désolé en fait pour ce qu'il t'a dit, moi enfin je veux dire c'est dingue» et c'est marrant parce qu'elle m'a dit qu'elles en avaient reparlé entre elles, mes collègues, au tribunal pour enfants, elles en avaient reparlé entre elles en disant: «Mais c'est pas normal en fait la manière dont il l'a pris pour un prévenu alors que ma chambre, dans laquelle j'étais est à 10 mètres. Franchement, j'en veux pas, c'est juste que je trouve que ça dit beaucoup du système et des cases dans lequel on nous met en fait. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous écrivez: «Pourquoi les imaginaires collectifs nous conduisent-ils à présumer de la qualité de quelqu'un en fonction de la Mmh. couleur de sa peau?» Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre les discriminations, les contrôles aux faciès, les discriminations au travail, au logement, en fonction du nom et du prénom? Bah, franchement déjà, ça peut peut-être paraître utopique, mais je pense que ça revient à tout au début de mon propos,
Ce que je vous dis au début, je pense qu'il faudrait déjà qu'on apprenne à se connaître, nous tous en fait, mais vraiment, heu, à se connaître, à ne pas se regarder de travers parce qu'on n'a pas la même couleur de peau ou parce qu'on n'a pas la même croyance ou parce qu'on n'a pas la même tenue vestimentaire. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui rentre, dans un tribunal ou quelqu'un qui marche dans la rue, qui est en survêt, qui est avec, c'est même pas une caricature, c'est la vérité quoi, ou qui va s'asseoir à côté de quelqu'un dans le métro, on va tout de suite te regarder de travers en se disant: «Tiens», il m'arrive, moi j'ai gardé la culture urbaine que j'ai. Le week-end, je suis souvent en survêt. Je sais que voilà, je suis souvent en basket, voilà, je suis souvent habillé comme ça ou avec une doudoune, et tout. Dans le métro, je le vois, quelqu'un va forcément tenir mieux son sac et tout quand je m'assois à côté sans savoir qui je suis, la fonction que j'exerce et tout ça. Donc pourquoi est-ce que l'imaginaire collectif nous conduit à ça? Je pense que faudrait déjà qu'on apprenne à se connaître, déjà d'une part, qu'on apprenne aussi à ne pas toujours stigmatiser les mêmes personnes, qu'on apprenne aussi à avoir un regard bienveillant sur la banlieue. Est-ce qu'on peut juste regarder les jeunes de banlieue avec mais 30 secondes avec un tout petit peu de bienveillance en se disant qu'en fait, leur mère les a portés 9 mois comme tout le monde. En fait, ils ont été faits comme tout le monde, ils ont grandi comme tout le monde, ils ont juste eu un certain nombre de difficultés supplémentaires et c'est pas parce qu'on vient de la banlieue, en fait, qu'on est forcément, catalogué ou qu'on est forcément, condamné à être soit un voyou, soit un sportif de haut niveau. Donc en fait, il faut juste qu'on apprenne aussi à oui, à se regarder différemment. La banlieue, honnêtement, c'est vous qui posez les questions, mais je vous pose vraiment la question. Franchement, on en parle quand même très souvent de manière négative. Négatif, ouais. Est-ce qu'on parle de tous ces étudiants tous les jours qui, font parfois 1 heure, 2 heures de transport, qui cumulent les jobs étudiants, qui ne veulent qu'une seule chose, non pas être traités au-dessus des autres, être traités à égal des autres et pouvoir s'insérer dans la même société que les autres? Et alors justement, comment interprétez-vous le développement du communautarisme qualifié de séparatisme? Quelle est l'importance du phénomène selon vous? Est-ce que c'est pas la traduction de: «Puisque je n'arrive pas à m'intégrer dans cette société, je rejette cette société»? Autrement dit, comme je ne peux pas en être, je déclare que je ne veux pas en être. Alors moi, je vais être honnête avec vous, n'étant pas, sociologue ou chercheur, je vais Oui. vous dire, c'est ma réponse qui n'engage que moi et qui n'engage que l'environnement dans lequel j'évolue et qui ont du coup les réflexions et les discussions que j'ai Mmh. avec, parce que je suis toujours implanté à Cergy et que j'y ai toujours mes amis d'enfance, enfin Vos voilà, j'y suis attaches. toujours mes attaches et que j'y suis tous les week-ends quoi. Heu, donc j'imagine que les sociologues, même s'il y en a qui ont écrit évidemment, des livres là-dessus, oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça Ouais, ça permet de parce garder que l'estime de soi. exactement, il y a beaucoup de de connaissances qui me disent: «Moi, j'ai tout fait pour m'insérer. Franchement, j'ai tout fait. J'ai fait énormément de sacrifices». J'ai même parfois repris des études et tout et il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées, soit j'avais pas le bon CV, soit parfois on me l'a pas dit comme ça, mais j'avais pas la bonne tête. Soit on m'a dit: «Bah non, écoutez, votre CV, il y a des choses qui posent problème». On a quand même dit un jour à un étudiant de l'asso, heu, qu'il fallait enlever, la pratique L'association. l'association pardon, D'accord, excusez-moi, pas la de sorte problème. d'échelle. Entre autres, hein, j'ai écrit un chapitre dessus, j'aurais pu faire un livre dessus, que dans son CV, il fallait enlever, le fait qu'il parlait et il écrivait la langue arabe. Il maîtrisait parce qu'aujourd'hui, c'est pas bien vu, d'écrire ça. Donc les gens finissent par partir. Aujourd'hui, le monde, enfin, c'est aussi la mondialisation. Voilà, vous prenez un vol très rapidement, vous allez à l'autre bout du monde, on vous propose un job bien rémunéré dans lequel, un pays dans lequel vous vous sentez peut-être mieux accepté. Les gens, ils partent, c'est ce que me disent les gens autour de moi. Voilà, moi, j'ai pas plus d'éléments de réflexion là-dessus, mais, ça me fait penser à ce livre, j'ai oublié, j'espère qu'il me pardonnera, son nom et son prénom, mais j'avais eu l'occasion de débattre avec lui, d'échanger, c'est «La France, tu l'aimes, mais tu la quittes», notamment sur tous ces jeunes, issus de l'immigration et qui se trouvent plus, qui ne trouvent plus leur place en France, parce qu'ils ont l'impression que le simple fait de dire qu'ils appartiennent à une communauté, les envoie tout de suite, Mais est-ce que la question essentielle, c'est quand même pas la question, sociale? Vous êtes pas est-ce que vous n'êtes pas un transfuge de classe, comme le décrit très bien, l'écrivaine Annie Ernaux? Ah bah si, moi je suis un transfuge de classe, mais enfin, ce terme il devrait même pas exister en fait. On devrait tous pouvoir, quel que soit l'endroit où vous avez, évolué, on devrait tous pouvoir, faire nos classes, scolaires, enfin voilà, à l'école de la République et pouvoir ensuite se dire: «Bah tiens, qu'est-ce que je veux faire moi? Qu'est-ce que j'ai le choix entre 1000 métiers, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier?» sans que, vous ayez une fenêtre, des œillères, une fenêtre de vue, complètement restreinte et que vous ayez à choisir finalement soit entre une possible déscolarisation très rapide, soit entre des métiers que vous n'avez
qu'autour de vous, soit ceux de vos parents, soit ceux de vos voisins, de palier et voilà et on devrait en fait tout simplement avoir une énorme palette donc oui, je suis un transfuge de glace, j'aime pas l'expression, j'en tire aucune, ni étiquette négative ni positive, mais là, faut quand même se rendre compte que l'école en France, c'est la seule institution, la seule, hein, qui réunit Son sein. en son sein quoi, des jeunes issus de milieux de que ce soit économiques, sociaux, de croyances et tout, complètement différents et qui en fait les fait vivre en collectivité et qui dans un but commun qui est en fait, l'épanouissement, l'apprentissage et l'insertion à terme dans la société. Franchement, dans la réalité, on se rend compte qu'on est quand même très loin de ça, quoi. Oui, et alors parmi les solutions pour faciliter l'intégration, vous insistez sur le rôle de l'école, mais aussi sur l'importance de la pédagogie qui permet de donner confiance en soi, d'avoir envie de progresser, de favoriser le travail en équipe pour tirer tout le monde vers le haut. Mmh. Ah bah, oui, c'est ce que nous on essaie de faire, à la courte échelle, c'est développer le mentorat, développer, la mise en place de parrainage, c'est se dire, bah, ces jeunes-là, pour, beaucoup, il y a beaucoup on n'a pas beaucoup parlé de la banlieue, enfin, j'ai beaucoup parlé de la banlieue. J'intègre dedans évidemment l'association, la province énormément. Bien sûr, et c'est pour ça Des que je gens qui vous ai sont bien pris sûr cette, bien sûr, pour une des justice aux enfants, 1000 visages. exactement et puis des gens qui s'appellent Chloé, Benjamin, Sébastien, qui sont, des parents ouvriers, dans le Nord à Roubaix, qui sont, des enfants d'agriculteurs et tout ça et en fait, nous, l'objectif, il est très simple, c'est de se dire: «Bah, en fait, vous avez pas ça autour de vous, mais vous avez entamé, des études universitaires qui peuvent être longues et très coûteuses et ben, en fait, contactez-nous et puis nous, on va mettre en place des moyens pour vous aider bénévolement et quelqu'un va vous accompagner» parce qu'effectivement, c'est un peu le principe, très simple, c'est tout seul, on va vite et en collectivement, on va plus loin et ben, c'est essayer de les emmener le plus loin possible dans leurs études. Et d'ailleurs, les bons élèves eux-mêmes peuvent progresser en aidant les moins bons parce qu'on apprend en enseignant. Et donc vous, ce que vous souhaitez là, si je comprends bien, c'est pas d'instaurer des quotas, mais d'aider les jeunes défavorisés avec plus d'équité pour permettre plus d'égalité. Parce que C'est pour plus d'égalité, il faut plus d'équité. bien sûr, faut les aider parfois alors, économiquement quand on le peut, quand ils ont besoin de livres. Faut quand même se rappeler que les étudiants en droit tous les ans, on renouvelle ses livres, tous les ans, chaque rentrée universitaire, donc ça a un coût énorme en fait. Les codes, ils sont obsolètes, il y a tellement de lois qui sont votées chaque année, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine pénal que c'est très vite obsolète. Donc les manuels forcément, ils sont mis à jour. Donc oui, on essaie de les aider évidemment, mentalement, en les soutenant. Avoir quelqu'un, une personne référence comme moi j'ai pu référente comme moi j'ai pu avoir, que vous pouvez contacter, que vous pouvez, voilà, avec lequel vous pouvez discuter, régulièrement. Et être là, qui est là quand il a besoin d'aide, donc c'est très important. Économiquement, quand on peut, on leur achète aussi des manuels, des livres. On organise aussi, des rencontres, avec d'autres professionnels et puis surtout on les aide à trouver des stages, ce qui est quand même très, très, très important pour une raison très simple. Moi je suis toujours si quand même c'est là où je me rends compte en fait. On parle de ce sujet-là, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte, je vous assure, du décalage énorme entre certains territoires et la réalité professionnelle et les mondes. Vous savez que beaucoup d'étudiants que j'ai pris en stage à Bobigny, c'est ce qu'ils me disent quand ils partent. Ils me disent: «En fait, je découvre que les juges, c'est des gens comme nous, c'est des gens comme mes parents» et certains me disent parfois, «Je savais pas que vous pouviez, vous rigoliez autant entre vous, que vous faisiez des blagues, que vous posiez autant de questions» et quelqu'un m'avait dit l'année dernière, je me souviens d'une étudiante de Bobigny m'avait dit, «En fait, vous êtes des gens comme nous, en fait, vous nous ressemblez tellement, vous posez les mêmes questions et tout» et en fait, je trouve que le stage, le fait de désacraliser ces fonctions-là et qu'elles la meilleure victoire pour moi, c'est qu'ils partent du tribunal. C'est pas qu'ils réussissent, bien sûr, là, c'est la cerise sur le Mmh. gâteau, c'est génial. Mais c'est qu'ils partent du stage en se disant: «Ah franchement, je vais le faire. Je vais tenter le concours parce que ça m'a donné envie ce que j'ai vu». C'est pour moi, c'est la meilleure des réussites. Les stages, ça permet de juger les gens sur ce qu'ils font, mais pas sur ce qu'ils sont. Et Exactement. vous montrez également l'importance d'une représentation de la diversité, donc notamment dans la justice, mais pas seulement. Et cette diversité, elle est utile pour permettre l'identification. Il faut que les jeunes puissent se dire ce que vous venez de dire. Si je travaille, c'est possible pour moi, au lieu de quoi qu'il arrive et quoi que je fasse, j'y arriverai jamais. Et vous dites, je ne veux pas être l'arabe qui cache la forêt. Mmh. Moi, je veux pas être ni un exemple, ni l'arabe qui cache la forêt, je veux juste être un espoir et parfois je me dis: «Je vais me mettre en retrait de l'assaut» parce que ça fait 5 ans, ça prend du temps et heu et voilà et oui, ça prend du temps, sur l'aspect personnel évidemment, parce que c'est les matins, les soirs, les week-ends et tout, donc ça prend du temps. Mais quand je vois les retours qu'on a, vraiment ça devient l'activité est tellement dense aujourd'hui que c'est quotidien. Quand je vois les retours qu'on a d'étudiants, je me rends compte qu'en fait, on mésestime beaucoup la valeur de l'exemple. Et qui sont les étudiants qui vous contactent?
Alors, à la courte échelle? à la courte échelle, c'est des Association que vous étudiants avez en fondée en droit. 2021. Exactement, en droit, évidemment, puisqu'en fait, moi, je n'ai de légitimité que dans le milieu du droit, Mmh. pour avoir été étudiant en droit et être inséré dans le milieu judiciaire. Étudiants en droit, entre la première année et la 5e année, voire parfois des gens qui sont diplômés de bac+5, qui ont leur master 2 mais qui veulent préparer des concours. Heu, Souvent aucun réseau dans leur famille, qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Beaucoup se posent la question: «Est-ce que j'ai ma place dans la société? Est-ce que je peux réussir?» Alors que des profs m'ont dit que ça allait être compliqué, beaucoup oui, le syndrome de l'imposteur, issu de milieux modestes. Alors je vais être honnête avec vous, moi j'ai jamais refusé un étudiant, hein. À partir du moment où un étudiant il nous contacte moi je suis pas policier, donc je vais pas leur dire, quels sont les avis d'imposition de nos parents. Les étudiants ils nous contactent, on les aide. Mais je sais qu'on a aidé des étudiants qui ont des parents avec des bonnes situations, mais qui se sentaient seuls. Vous voyez, c'est aussi la question du mal-être étudiant et de la solitude en fait, parce Mmh. que c'est ça le sujet aussi quand on est étudiant. Donc on aide ces étudiants-là qui à un moment donné traversent une période difficile et moi je regarde pas tellement qui ils sont je regarde juste la situation et si on peut les aider, ben, on se met en quatre pour les aider. Donc voilà, je dirais des étudiants en droit qui à un moment donné de leur parcours rencontrent une difficulté ou ont un besoin d'aide précis. Et puis un premier problème, c'est d'être bien informé. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup d'étudiants, notamment défavorisés, qui sont en fait pas informés des Bien bonnes sûr. filières, de ce qui est possible pour eux ou Bien pas. sûr, la première des discriminations, c'est celle-ci, tout simplement. La première des discriminations, c'est la discrimination à l'information. Pourquoi est-ce qu'un étudiant, il découvre l'existence de Sciences Po, d'un IEP, quand il est en 4e année de droit? Pourquoi est-ce que dans son lycée, personne n'est capable de lui dire: «Beh, tu vois, il y a le cursus Sciences Po, qui serait hyper intéressant, et sur lequel tu pourrais candidater et sur lequel on pourrait te préparer», mais ça rejoint un peu l'université, en fait. Moi, je veux pas mettre de cailloux dans le jardin de qui que ce soit, mais c'est aussi le principe de l'université aussi qui est peut-être aussi à questionner, sûrement d'ailleurs, à re-questionner aussi un petit peu aujourd'hui. L'université, c'est un lieu de savoir, elle vient vous transmettre des connaissances, un savoir. Vous venez prendre votre cours de droit social, de droit des sûretés, de droit pénal, puis vous repartez, puis après vous avez un partiel, puis vous avez la moyenne ou pas, vous l'avez validé. L'université, elle ne conçoit pas de projet professionnel. Or, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est dès la première année, au lieu de regarder à droite, à gauche en se disant: «Il y en a un de vous 2 qui va disparaître, par l'écrémage, entre la première et la deuxième année», c'est de leur dire: «Réfléchissez dès maintenant parce que votre projet professionnel de devenir avocat, magistrat, greffier, directeur de greffe, douanier, ce que vous voulez, vous allez» et ça, c'est peut-être le plus important à leur dire, «vous allez le bâtir aujourd'hui, vous allez commencer à poser les premières pierres aujourd'hui». Mmh. Vous allez sur l'orthographe, sur la capacité à faire des phrases simples, la capacité à avoir une opinion, à la défendre, à vous intéresser au monde qui vous entoure, parce que c'est une dissertation, hein, de culture générale, la première épreuve à l'ENM, c'est quand même symboliquement fort quand vous avez fait 5 ans de droit. Donc, commencez à bâtir votre projet professionnel dès la première année et n'attendez pas la 5e année. Mais ça, l'université ne le fait pas. Et alors, transfuge de classe, c'est aussi le risque d'avoir honte de ses origines, de ses parents et d'en rajouter avec la domination sociale et culturelle. Alors, quel juge vous êtes, Youssef Badr? Alors déjà, je voudrais juste vous dire que c'est totalement l'inverse me Oui, oui, concernant. Ouais, non, 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 mais non, mais totalement c'est l'inverse, moi, par rapport à ma conception. S'il y oui. a quelque chose dont je suis fier, c'est mes origines qui n'ont jamais eu, en fait, d'impact dans ma manière de juger. Enfin, je veux dire, ça n'a même pas de sens de dire ça. Tout le monde est le fruit de son histoire. Vous avez une histoire aussi qui est la vôtre. Mes collègues, chacun a leurs histoires. Il y a des choses qui les ont impactés, qui relèvent de leur fort intérieur. Et forcément, ils ont tous des a priori, parfois ceux qu'ils peuvent avoir sur certains dossiers. Mais moi, je pense qu'il faut jamais. Vraiment, alors, je fais une digression, même si ça répond peut-être pas totalement à la question, mais je pense qu'il faut jamais oublier d'où on vient, vraiment, et qui on est. Je pense que c'est très important. Non, c'est pas Donc, forcément le cas de tout le monde, c'est pour non, ça que mais je vous pose voilà. la question. Mais quel je suis, en fait, je pense que ça n'a pas d'impact, vraiment, je pense que ça n'a pas d'impact. Je pense que chacun de nous, on regarde, des aspects d'un dossier ou de la personnalité d'une personne, parce qu'on juge des faits, mais on juge avant tout des hommes et des femmes et des hommes, même si D'où on juge plus l'importance du d'hommes que de femmes. procès. Exactement, dont l'importance fondamentale du procès en matière correctionnelle et encore plus en matière criminelle, et d'avoir du temps d'audience de qualité et ne pas expédier Mmh. les dossiers. Mais moi, j'attache de l'importance à peut-être, ouais, 2 choses plus que les autres, peut-être, hein, mais en tout Mmh. cas c'est l'école. Je crois que le parcours scolaire, il dit beaucoup. Pour moi, il dit beaucoup d'une trajectoire de vie. Hem, il dit beaucoup en fait, ouais. Il dit beaucoup parce que beaucoup de ces jeunes, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est une moyenne d'âge qui est très jeune, il y a un taux de déscolarisation qui est très élevé, un taux de chômage qui est stratosphérique, un taux de pauvreté qui est très important et un département, je crois, le plus jeune de France. Donc ça dit beaucoup, la déscolarisation, quelle est leur place dans la société et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu parfois d'autres chemins que les autres, des chemins différents que les autres et pourquoi est-ce que parfois ils empruntent le chemin de la délinquance. Donc je regarde Ouais, parce qu'il y a des beaucoup très ça, jeunes maintenant et on bien incrimine sûr. souvent, l'absence d'autorité. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué que ça? Oui, bien sûr que c'est plus compliqué que ça. Alors et c'est pas le lieu là parce que c'est trop compliqué, c'est trop long à développer.
développer, mais bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'école et à la structure familiale. Voilà, quand le père, il est plus là, quand la mère, elle est plus là, quand les parents sont pas là, quand ils sont livrés à eux-mêmes aussi, je crois que ça dit aussi beaucoup d'un parcours de vie. Après, je pense que souvent on me dit, enfin, quand je discute avec des gens, on me dit: «Ah mais vous êtes pas forcément clément», mais c'est pas une question de clémence ou pas. En fait, c'est une question de nature de fait, de ce que vous jugez. Il va de soi, et je pense que vous vous en doutez, que vous ne jugez pas une conduite sans permis de la même manière que vous jugez des jeunes, quand bien même ils ont eu un parcours de vie chaotique, qui ont fait des faits très graves. Par exemple, je sais pas moi, de proxénétisme aggravé. Il va de soi que, bien sûr qu'il y a aussi, il faut prendre en compte la réalité des faits, la gravité des faits, Mmh. les dommages qui sont causés aux victimes, aux parties civiles. Le positionnement à l'audience, il est fondamental. Quelqu'un qui vient vous voir à l'audience et qui vous dit, c'est pour ça que c'est vraiment très important l'audience, qui vous dit: «Bah voilà, j'ai commis ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai évolué aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul et tout». Et bien sûr que c'est des éléments que vous prenez en compte, et heureusement. Et puis, on l'oublie parfois souvent parce qu'on essaie de nous monter les uns contre les autres, et je pense que c'est, à mon avis, une énorme erreur. Mais les plaidoiries des avocats, combien de fois, et c'est en ça des fois que je me dis: «C'est quand même un métier exceptionnel». Vous avez un avis sur un dossier, puis, sur l'audience, c'est un peu tendu, le prévenu, vous vous dites: «Ah, je sais pas s'il a vraiment compris», parfois il est un peu inquiétant, et puis vous avez l'avocat qui intervient à la fin et qui, ouais, et qui vous convainc et Mmh. qui vous donne un autre Notre regard, regard. un autre visage et une autre vision du dossier. Mmh. Et des fois je me dis, parce que ça arrive régulièrement, et des fois je me dis: «C'est quand même exceptionnel en fait», c'est quand même exceptionnel quand on dit que c'est théâtral et tout ça. C'est vrai qu'il y a une part de ça à C'est la l'audience, justice. mais je trouve que c'est vraiment la justice dans ce Vraiment qu'elle a la de plus justice, beau en vraiment fait, le plus noble. et je vous le dis, et vraiment, et j'ai eu l'occasion de le dire, même si bien sûr que c'est mal compris parfois, et c'est souvent, mais parfois mais déjà je précise qu'on est 3 à rendre une décision, et je pense que c'est vraiment très important de le rappeler, parce que même si vous êtes le président de la composition, moi je suis mis en minorité régulièrement par mes collègues, et c'est très sain. C'est pour ça que c'est l'émanation de la démocratie. Mais je le dis parfois il nous est arrivé de condamner lourdement des gens et de leur dire: «Mais c'est un gâchis collectif en fait». C'est un gâchis collectif pour la société, pour lui, mais comme pour nous, parce qu'en fait, il ouais, ça reste un gâchis, ce serait trop long d'expliquer, mais c'est vrai que c'est la balance, équilibrer la balance, et c'est en ça que le métier, il est beau et qu'il est difficile. Alors pour terminer, on dit que l'ascenseur social est en panne. C'est en partie vrai. Il a toujours plus ou moins fonctionné, hein, en fonction de la situation économique du pays. Et la vraie question, est-ce que c'est pas la situation s'améliore-t-elle en ce moment ou s'aggrave-t-elle? Non, je pense qu'au vu des chiffres, je dirais que ça s'aggrave. Je dirais qu'elle s'aggrave. Alors après, on peut pas faire de généralité, parce que si on regarde des secteurs, il y en a qui font des efforts et qui essayent de s'ouvrir, et et sur l'accès notamment à des personnes issues de milieux très modestes, sur des postes à responsabilité. Non, je dirais qu'elle s'aggrave, mais moi, pour moi, au-delà de ça, ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est que la stat de l'OCDE, pour moi, qui est quand même très, très importante, qui L'OCDE, dit que l'Organisation de coopération et de développement économique. exactement, qui indiquait que, heu, dans une partie des pays de l'Europe dont fait partie la France, heu, aujourd'hui, il faut 6 générations pour un enfant issu du milieu modeste, donc ça veut dire, en fait, grosso modo, un gamin de Seine-Saint-Denis, 6 générations, issus du milieu pauvre pour accéder à la situation moyenne, c'est-à-dire même pas accéder à la classe sociale haute. Ça veut dire qu'il faut il me semble, hein, sur mes calculs, mais attendre 180 années pour ça. Bon, moi, je pense que quand on est la septième ou huitième puissance mondiale, je pense que, sincèrement, quand je vois ce qu'on fait à l'association avec, bénévolement, je crois que si on avait vraiment une volonté politique de mettre le sujet de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations et les inégalités en France sur le devant de la scène, je pense qu'avec les moyens d'un ministère, je pense qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Surtout quand on a un ministère qui porte le nom de la lutte contre les discriminations et qui est si peu de choses faites en faveur de ces jeunes-là. Puis rappelons qu'au début du XXe siècle, le grand professeur de philosophie et écrivain Charles Péguy, qui était fils d'une rempailleuse de chaises, eh ben, il était déjà en grande partie l'arbre qui cachait la forêt. D'accord. Merci infiniment, Youssef Badr, Merci à d'être vous. venu. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci Et beaucoup. merci à vous tous de votre attention. Et on se retrouve très vite sur YouTube Première de France 24 et sur les podcasts. Merci à vous tous.